sur la fiscalité, sur la défiscalisation, sur l'apprentissage, sur les questions universitaires, sur les questions liées à la connaissance, notamment scientifique, la question des déchets, la question de l'énergie, la question de l'eau, ce sont des questions centrales qui permettent de dessiner un avenir un peu différent pour nos territoires d'outre-mer, sans oublier leur connexion à l'environnement régional, parce que lorsqu'on est guyanais, on est voisin du Suriname ou du Brésil, et donc on a autant de choses et d'opportunités à avoir avec l'Hexagone que l'on a à voir avec ses voisins. C'est une bonne chose parce que le point nous a habitués à avoir une approche des questions territoriales et évidemment les questions territoriales comprennent nos différents territoires d'outre-mer. Et donc passer une journée à regarder les risques autant que les nombreuses opportunités que nous apportent nos territoires d'outre-mer, ça fait partie aussi de cette méthode que le point a décidé d'employer, sur laquelle évidemment le ministère des Outre-mer applaudit et encourage cette initiative. On retrouve des priorités qu'on connaît dans l'Hexagone, mais enfin il y a des particularités. C'est vrai que lorsque vous avez du retard sur la sécurisation, par exemple, des bâtiments publics aux Antilles en termes de risques liés au séisme, la relance nous a permis d'accélérer les travaux du plan séisme Antilles. Lorsque vous avez du retard sur les canalisations et la construction de canalisations d'eau potable en Guadeloupe, qui est une compétence des mairies depuis toujours, il est clair que le plan de relance nous a permis de remettre davantage d'argent sur la table. À la fois, ça permet de recréer les conditions d'un service public de l'eau potable qui fonctionne, de remettre de l'eau dans le robinet, de réparer les fuites, et puis en même temps, ça permet de faire travailler le secteur du bâtiment, des travaux publics, qui sont des secteurs importants dans chaque territoire. Il y a aussi un volet évidemment lié au tourisme, lié aux compagnies aériennes, parce que l'activité touristique est importante, sans oublier évidemment le secteur agricole, forestier, pêche, autant de secteurs sur lesquels le plan de relance intervient. Au fond, je le disais tout à l'heure en introduisant cet événement, autant en protégeant qu'en libérant. Et on l'a fait avec la crise Covid parce qu'un écosystème économique insulaire, c'est plus fragile encore que dans l'Hexagone. Ça veut dire que les besoins de protection sont nombreux, les protections aussi liées au prix, à la vie chère, qui reste un combat important à mener pour nos différents territoires d'outre-mer. Puis en même temps, c'est une énergie qui demande à être libérée. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi l'adaptation de nos outils dans les territoires d'outre-mer, c'est l'adaptation de la formation, c'est comment promettre aussi à toute une génération de gens jeunes, soit de rester sur le territoire, soit d'y revenir. Bref, je pense que les années qui viendront, on est à quelques temps d'une élection présidentielle, mais devront aussi nous reprojeter sur notre capacité au fond, à libérer toutes ces énergies. Ce n'est pas qu'un slogan, ça a été parfois dit dans le passé de manière un peu rapide, mais là on le voit bien sur la fiscalité, sur la défiscalisation, sur l'apprentissage, sur les questions universitaires, sur les questions liées à la connaissance, notamment scientifique, la question des déchets, la question de l'énergie, la question de l'eau. Ce sont des questions centrales qui permettent de dessiner un avenir un peu différent pour nos territoires d'outre-mer, sans oublier leur connexion à l'environnement régional, parce que lorsqu'on est guyanais, on est voisin du Suriname ou du Brésil, et donc on a autant de choses et d'opportunités à avoir avec l'Hexagone que l'on a à voir avec ses voisins. Ouais, alors on est en 2022, donc ce n'est pas la taille d'un pays ou ses superficies qui n'est que le seul argument de sa puissance. Ça, c'était vrai au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Je pense qu'il faut le dire. Et qu'au fond, la France, elle est encore plus intéressée à l'Indo-Pacifique parce qu'elle a ces territoires d'outre-mer. Enfin, quand sa marine se déploie en mer de Chine ou mène un certain nombre d'opérations dans le Pacifique, ce n'est pas forcément que parce qu'il y a ces territoires d'outre-mer. Néanmoins, nos territoires d'outre-mer nous offrent des opportunités, des points d'appui, des zones économiques exclusives, mais enfin, c'est aussi vrai d'universités qui peuvent rayonner. On voit bien comment l'université de Nouméa ou l'université de Papeete peuvent avoir un rayonnement régional global. Pardon, mais il y a un enjeu de francophonie, et ça, pour le coup, ces territoires sont là évidemment pour le promouvoir. Alors, il y a des territoires dans lesquels on peut parler français, comme Vanuatu. Enfin, si vous enlevez Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, vous avez un morceau entier de francophonie qui disparaît. Puis, tout dernier point, sans être trop long, les volets climatiques, le volet environnemental, c'est quand même notre fierté de Français de l'avoir mis dans l'agenda diplomatique mondial. On a pu le faire aussi parce que nous avions quelques preuves de ce réchauffement climatique et que malheureusement, ces preuves, on les retrouvait dans nos territoires d'outre-mer. Oui, en risque comme en opportunité, en danger
On a commencé ce quinquennat avec Irma et Maria, des ouragans terribles qui se sont abattus sur Saint-Martin, Saint-Barth et dans une autre mesure sur la Martinique et la Guadeloupe. Donc par définition, ça nous met aux avant-postes et donc ça nous met en risque, y compris sur des risques géostratégiques. Je pense que la situation dans le Pacifique, elle est en ce moment connue. On voit bien des tensions importantes entre les superpuissances qui sont en train de se dessiner. En opportunité aussi, parce que ça nous ouvre à des horizons de connaissances, des horizons de recherche, des horizons tout simplement aussi humains. Je ne l'ai pas assez dit d'ailleurs, je m'en veux donc je le fais avec vous lors du propos introductif. Mais enfin, les peuples premiers, ce n'est pas que le Quai Branly. Ce sont aussi deux peuples vivants, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, les Amérindiens en Guyane. Ça c'est très concret, c'est humain, c'est pas qu'anthropologique. Nous avons des citoyens de la République française qui sont Kanaks et qui sont Amérindiens. Ça c'est une richesse nationale qu'il faut préserver et elle participe à notre identité de Français.